Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre cours d'histoire donc qui parle des nouvelles conflictualités depuis la fin de la guerre froide, et aujourd'hui on va voir donc le cours sur la Yougoslavie, et plus particulièrement on s'intéressera dans une partie à ce qui s'est passé à Sarajevo, d'accord? Alors, le conflit yougoslave, pour un petit peu l'évoquer, il faut donc que vous ayez en tête la Yougoslavie, cet état qui a été créé donc en 1918, mais à l'intérieur duquel il y a de nombreuses ethnies, de nombreuses populations qui y vivent, d'accord. Il y a un nationalisme très fort chez ces populations-là, donc ça va être par exemple des Serbes, des Croates, des Bosniaques, voilà. Le nationalisme, c'est vraiment ce sentiment national extrêmement fort au sein d'une population qui cherche un État pour son peuple à part entière, d'accord, ne pas être mélangé avec les autres, vouloir vraiment un territoire pour son peuple, d'accord. Donc il y a vraiment un fort sentiment nationaliste en Yougoslavie, et c'est ce que vous pouvez voir avec le document 1, d'accord. Les différentes couleurs vous indiquent donc justement les différentes ethnies qu'il peut y avoir, ok. Donc cette Yougoslavie, elle est unie pour l'instant, c'est un seul pays, et ça va l'être jusqu'en 1980, puisque jusqu'en 1980, c'est le maréchal Tito qui est à la tête du pays et qui gère ce pays d'une main de fer. Il écrase un petit peu les nationalismes qui pourraient vouloir subvenir, d'accord. Mais à sa mort, donc en 1980, un dirigeant serbe, d'accord, Milosevic, donc à la tête des Serbes, cherche lui à obtenir des avantages pour les Serbes, d'accord. Il souhaite vraiment, voilà, des avantages pour les Serbes, mettre en avant son peuple, d'accord. Tous les groupes politiques ont également cet entêtement, d'accord, à vouloir chacun un peu essayer de tirer parti de la situation, et finalement l'entêtement de tous ces pays-là va conduire à l'éclatement complet de la Yougoslavie, d'accord, voilà. Certains pays craignent une domination serbe, particulièrement la Croatie et la Slovénie, qui déclarent donc leur indépendance en 1991, d'accord. Donc à partir de 1991, la Slovénie et la Croatie sont des États indépendants, voilà. En mars 1992, la Bosnie-Herzégovine lance un grand référendum dans son pays, dans ce parti là, d'accord, pour justement savoir si sa population est d'accord pour son indépendance. Donc les Croates de Bosnie-Herzégovine et les Bosniaques, ce sont les musulmans qui résident en Bosnie-Herzégovine, sont d'accord avec ce principe, d'accord, d'indépendance, mais les Serbes de Bosnie, eux, ne sont pas d'accord et avaient boycotté en fait le référendum, d'accord. Malgré ça, malgré ça, 99% de ceux qui ont voté se prononcent pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement proclame donc l'indépendance de la Bosnie, d'accord. Et ce pays est reconnu comme un État, d'accord, à part entière, indépendant, par la CEE, la Communauté économique européenne. D'accord, voilà, c'est l'ancien nom, c'est l'évolution, maintenant c'est l'Union européenne, d'accord. Voilà, là vous avez un petit peu l'histoire, le début de ce conflit en Yougoslavie, d'accord. Voilà, vous voyez que le conflit yougoslave, on n'est pas sur une guerre voilà, entre deux pays ou quoi que ce soit, non, on est dans un pays, ce sont des populations, d'accord, très différentes qui ne s'entendent pas, ok. Alors, je vous laisse donc reprendre le document 1, et sur ce document 1, vous voyez qu'il y a quand même des zones de tension qui sont marquées donc avec cette petite explosion, d'accord. Et on vous demande dans la première question, justement, donc à la page 33, expliquer la localisation des principales zones de guerre. Et bien si vous observez ces zones de guerre, vous voyez que c'est souvent là où les populations serbes sont en contact direct avec d'autres populations. Et là à ce moment-là on a des tensions
vraiment des grosses tensions qui apparaissent. Ok? Donc c'est ce qu'on va noter. Donc je vous donne la réponse pour la première question. Elle se trouve là où les populations serbes sont en contact avec d'autres populations. Premièrement, premier tiré, les minorités serbes de Croatie qui vivent dans le souvenir des actes de violence de 41-43, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'Allemagne nazie. Deuxième tiré, les Serbes de Bosnie-Herzégovine ne veulent pas d'un État dirigé par un Bosniaque. D'accord? Voilà. Vous voyez qu'à l'intérieur même d'un territoire, d'accord, il y a différentes populations qui ne s'entendent pas, qui ne veulent pas être dirigées par quelqu'un qui serait d'une autre ethnie. Voilà. Oh, compliqué. D'accord? Donc de très 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 grosses tensions. Ok? Donc je vous laisse encadrer le petit encadré qui vous résume très très rapidement tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc finalement, la guerre en Yougoslavie éclate sous les yeux de la communauté économique européenne, d'accord, qui se retrouve complètement impuissante face à ça, puisque cette communauté européenne, d'accord, n'a pas de politique commune. Au contraire d'aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne, il y a vraiment une politique commune. Là, il n'y en avait pas, d'accord? C'est-à-dire que l'Allemagne, elle, va reconnaître par exemple l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, pendant que la France, elle, va continuer de soutenir ses alliés serbes, d'accord? Ses alliés de toujours, depuis toujours, ils étaient là pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième, voilà. Il y a vraiment une alliance, d'accord? Donc vous voyez que Allemagne et France eux-mêmes ne s'entendent pas, donc ont du mal à agir de concert pour pouvoir agir peut-être en Yougoslavie. La communauté européenne est donc juste là en tant que spectateur et regarde un petit peu ce qui se passe, d'accord? Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez avec le document 2, donc qui vous est proposé donc, toujours à la page 33, d'accord, cette caricature de Plantu, où on voit ce dirigeant, enfin ce diplomate en tout cas européen, observer le massacre qui est en train de se dérouler sous ses yeux, parce que oui, ça va être un massacre, il va y avoir de nombreux morts. On insistera nous davantage sur le drame à Sarajevo, d'accord, on verra ça. Mais voilà, c'est des massacres qui sont en train de se perpétuer, des populations qui sont en train de se tuer entre elles, d'accord. Et la communauté européenne observe ça sans pouvoir rien faire, d'accord. On va donc répondre à la question 2. Quel reproche l'auteur de cette caricature adresse-t-il à la communauté économique européenne? Mais c'est parti. Donc l'auteur critique la passivité de la CEE. Sous prétexte de ne pas provoquer un massacre qui a déjà lieu, la CEE s'abstient d'intervenir, si ce n'est en apportant de l'aide humanitaire aux victimes. Voilà. C'est tout ce que la CEE va faire. Elle va vraiment observer la situation. Et là, il y a vraiment un drame qui est en train de se jouer en Europe, je vous rappelle qu'on est en Europe quand même, sous les yeux des grandes puissances, d'accord? Donc ça va vraiment poser un problème. Pardon. Et pour tenter de ramener la paix, l'ONU va tenter de faire intervenir une force d'intervention, qu'il va déployer d'abord en Croatie, puis en Bosnie, etc. C'est ce qu'on va appeler les casques bleus, d'accord, qui vont intervenir pour tenter de maîtriser la situation, de pacifier toutes ces tensions. Ça va être très compliqué, voilà. Donc concernant le siège de Sarajevo, eh bien il va falloir, il faut se dire que cette guerre à Sarajevo va commencer le 5 avril 1992, c'est-à-dire le jour de la déclaration de l'indépendance de la Bosnie. Ce jour-là, des manifestants, de façon très pacifique, manifestent, voilà, ils proclament un petit peu leur joie comme ça dans les rues, et un manifestant est tué par un extrémiste serbe. On considère donc que c'est le début de la guerre vraiment à Sarajevo.
Cette attaque, d'accord, elle n'est pas isolée, puisque depuis des mois, donc bien avant ce 5 avril 1992, l'armée yougoslave, composée majoritairement de Serbes, s'est positionnée sur les collines qui entourent la ville de Sarajevo, d'accord. La ville de Sarajevo est un petit peu comme une cuvette, d'accord, et les forces serbes sont placées comme ça hein, sur les deux pentes de la colline, et la ville de Sarajevo comme ça en contrebas. Ils organisent également le blocus complet de la ville, c'est-à-dire que les routes sont bloquées, et si les routes sont bloquées, ça veut dire qu'il n'y a ni nourriture qui peut arriver, ni médicaments qui peuvent arriver, d'accord. De plus, à partir donc de la mi-92, c'est également toutes les canalisations d'eau qui vont être coupées, c'est l'électricité, mais c'est aussi le chauffage, d'accord. Tout va être coupé pendant tout de même 4 années, d'accord. Donc vraiment le siège de Sarajevo, ça va être un moment extrêmement complexe pour les habitants, d'accord. Alors, les Serbes, donc qui sont hein, sur les collines, sont bien moins nombreux que les forces bosniaques hein, qui sont retranchées dans la ville. Ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils ont des armes beaucoup plus lourdes, et puis bah, vous comprenez bien qu'ils ont une position privilégiée, hein, d'accord. Ils sont en haut sur les collines, et ils assiègent la ville, hein, ils entourent la ville. Plus personne ne peut rentrer ou sortir de Sarajevo, et ils vont commencer les bombardements de la ville, d'accord. Ça va être des bombardements continus, sans s'arrêter, vraiment dans le but d'affaiblir la ville de Sarajevo et de mettre à mort les forces bosniaques qui se sont retranchées dans la ville. Ok. Alors, pour illustrer un petit peu ça, je vous propose de prendre le document 1, donc, que vous avez à la page 34, donc c'est la carte. Voilà, hein, comme je vous l'ai dit, les forces serbes hein, sont des deux côtés de la ville sur les collines, d'accord. Voilà. Vous aviez une question pour ce document: pourquoi peut-on dire que les habitants de Sarajevo sont pris au piège par les forces serbes? Eh bien, voici la réponse, hein, vous l'avez bien comprise, parce qu'ils sont sur les collines. Hein. Les forces serbes, postées sur les hauteurs, peuvent facilement bombarder la ville dont les habitants sont incapables de riposter. Le seul point de passage vers l'extérieur est l'aéroport tenu par les casques bleus et le tunnel creusé par les assiégés. Ce tunnel, je vous en reparle à la fin, d'accord. On va essayer de faire ça autrement, ok. Voilà. Donc, oui, les défenseurs hein, de la ville, les forces bosniaques, avaient très peu d'armes, d'accord, très peu d'armes, et souvent ils avaient des pistolets faits avec des matériaux de récupération. Hein. Il n'est pas rare de voir des pistolets faits avec des tuyaux hein, qu'on peut trouver dans les maisons ou des choses comme ça. Donc vous voyez qu'ils ne se battent pas à armes égales. Hein. Il y en a qui sont postés sur les collines, qui sont en train de bombarder, et les autres qui répliquent à bout de tuyaux, d'accord. Voilà. Les bombardements vont être vraiment extrêmement intenses entre septembre 92 et mars 93. Là, il va y avoir quelques mois où vraiment, voilà, 6 mois où les bombardements vont être absolument atroces, et la ville de Sarajevo va être extrêmement touchée, d'accord. On estime, pardon, on estime que la totalité des bâtiments de Sarajevo sont touchés, d'accord. Voilà, on estime qu'en 93, mi-93 on va dire, que la quasi-totalité des bâtiments ont été touchés par un bombardement ou quoi que ce soit. Les forces serbes qui sont donc sur leur colline n'emploient pas que des bombardements, ils emploient aussi des snipers, hein, ce sont ces tireurs isolés qui tirent comme ça à vue hein, sur la population. Et il y a vraiment des rues où les snipers ont vraiment vu, et ils tirent comme ça toute la journée. Donc vous vous rendez bien compte que la vie des Sarajeviens est extrêmement compliquée. Ils vivent avec et les bombardements et les tirs de sniper. Tout ça au quotidien, c'est pas facile. Énormément de civils sont tués, d'accord. Vous doutez bien que
que c'est pas juste un conflit de forces armées, hein, d'accord. Beaucoup d'habitants de Sarajevo, hein, de civils sont tués, ça va être pendant des matchs de foot, ça va être alors qu'ils font la queue pour obtenir de l'eau, hein, acheminée par l'ONU, ça va être alors qu'ils sont à la boulangerie, il va y avoir des attentats perpétrés devant des boulangeries, hein, bah oui, des lieux de rassemblement, dans des marchés, d'accord. Voilà, les forces serbes vont vraiment essayer d'affaiblir autant que possible par tous les moyens la ville de Sarajevo. C'est un véritable massacre qui a lieu à ce moment-là. Ok ? Donc pour illustrer ça, je vous propose donc de prendre le document 2, donc la photographie, hein, des civils courent pour échapper aux balles des snipers. Et je vous ai mis également donc un texte. C'est une jeune fille de 11 ans, hein, qui a un journal intime et qui explique finalement ce qu'elle vit, hein, c'est-à-dire que voilà, elle voit son père qui part se ravitailler et puis à ce moment-là il y a un obus qui éclate juste à côté de sa maison. Voilà, c'est ça le quotidien des habitants de Sarajevo. C'est vivre avec la peur de mourir, la peur de ne pas trouver à manger, voilà, c'est compliqué, ok ? Donc vous aviez une question pour ces deux documents: à quel type de menaces sont exposés les assistés de Sarajevo? Pas les assistés, les assiégés, il y a une faute, pardon, les assiégés, excusez-moi. Donc les bombardements et les tirs de sniper sont les deux menaces qui pèsent sur les habitants. Ils ont en commun de frapper par surprise. Les bombardements sont particulièrement meurtriers quand ils frappent les marchés où les habitants vont se ravitailler. Voilà. Il est vrai que c'est quand même déjà compliqué de se ravitailler, hein, puisque, je vous l'ai dit, hein, il y a le blocus de la ville. Donc voilà, la ville va un petit peu s'ouvrir, je vais vous expliquer, parce que l'ONU impose un ultimatum aux forces serbes. Il leur demande de reculer un petit peu leur position et d'éloigner leurs armements lourds. C'est ce que les forces serbes font, d'accord. Et du coup, à partir de la mi-93, fin 93, les bombardements quand même diminuent. Attention, hein, j'ai pas dit que ça avait disparu, mais les bombardements diminuent largement. Voit également le jour, à ce moment-là, hein, après cet ultimatum, un corridor humanitaire où l'ONU peut enfin faire acheminer jusqu'à la ville de la nourriture, d'accord, puisqu'avant ça, les habitants de Sarajevo, comme vous allez le lire dans le texte 4, s'organisent, d'accord, puisque voilà, hein, la ville de Sarajevo c'est une ville, c'est une grande ville, c'est une capitale, et du jour au lendemain, plus rien n'arrive. C'est comme si du jour au lendemain on bloque Paris. Je sais pas avec quoi vont manger les Parisiens, d'accord. Donc vous allez voir, hein, dans le texte 4 que la vie à Sarajevo s'organise, c'est-à-dire les jardinières, hein, voilà, où on faisait pousser des fleurs, vont maintenant avoir des pommes de terre et des tomates, d'accord. Voilà, on va s'organiser, on va faire à manger, il n'y a plus le choix, d'accord. On vous dit qu'on va brûler les livres pour avoir chaud et qu'on va même brûler les jouets en bois des enfants parce que le chauffage aussi a été coupé, d'accord. C'est ça, vivre en état de siège à Sarajevo, ok. Donc ce corridor humanitaire, voilà, hein, permet un petit peu aux habitants de Sarajevo, on va dire, de respirer, d'accord, puisque ça leur permet d'être approvisionnés par l'ONU, ok. Mais attention, rien ne peut sortir, hein. Il y a des choses qui peuvent rentrer à Sarajevo, mais rien ne peut sortir. La seule manière en fait de sortir, ça va être à partir de 1993, puisque un tunnel va être creusé entre Sarajevo et l'extérieur, d'accord, du siège, et qui va passer sous l'aéroport. L'aéroport étant une zone neutre contrôlée par l'ONU, d'accord. Cet aéroport a permis, dans un premier temps, aux forces bosniaques de Sarajevo de contenir certaines agressions des Serbes, d'accord. Ça leur a permis d'éviter certaines avancées, fort heureusement, et ce tunnel va également permettre à de nombreux civils de quitter la ville, d'accord. Ce tunnel
Vous doutez bien que les Serbes vont vouloir le détruire, c'est ce qu'ils vont tenter à plusieurs reprises, d'accord, en bombardant, hein, voilà, pour essayer de faire effondrer le tunnel. Ils vont également essayer de l'inonder, d'accord, puisqu'il y a voilà, une nappe phréatique pas très loin, et donc ils vont essayer de creuser un tunnel entre la nappe phréatique et le tunnel de sortie, voilà, pour essayer de l'inonder. Voilà. Compliqué la vie à Sarajevo pendant le siège, d'accord, 1000 jours de siège, c'est long. Donc je vous aurais laissé lire le document 4, vous l'aurez fait. Et du coup, 2 questions. Comment les Sarajeviens s'approvisionnent-ils en nourriture? Eh bien c'est parti, ils peuvent se rendre au marché quand celui-ci est approvisionné et qu'ils ont les moyens de payer. Ils bénéficient aussi de l'aide humanitaire internationale supervisée par l'ONU. Beaucoup pratiquent une agriculture de survie dans leurs jardins, leurs balcons, etc. Et dans le texte numéro 4, l'auteur évoque l'esprit sarajevien. On vous demande ce que ça veut dire, ce que c'est, et vous allez le voir dans le texte. Donc je vous donne la réponse. Cela désigne la capacité de résistance et de résilience des habitants. La guerre a renforcé leurs liens. Les habitants coopèrent avec ingéniosité pour survivre et continuent à s'accorder des moments de détente malgré la menace permanente. Voilà. Donc voilà, pour le siège de Sarajevo, donc, on en est là pour l'instant. On va voir dans une dernière partie comment le siège a été levé. Voilà. Et donc dans la dernière partie, on va voir l'impuissance de l'ONU et les accords de paix qui ont été signés, d'accord. Donc pendant le siège de la ville, la FORPRONU, donc la force de protection des Nations Unies, n'a pas vraiment joué son rôle de protection des populations, d'accord. Alors elle a bien essayé de s'interposer, d'accord, mais elle a été mêlée à des petites embrouilles, et voilà. Mais elle n'a pas réellement joué son rôle de protection des populations, puisqu'elle n'est pas intervenue contre les Serbes qui étaient les agresseurs de la ville et qui continuaient à bombarder la ville de Sarajevo, d'accord. Un petit peu cette nonchalance, on va dire, cette tranquillité de la FORPRONU a conduit au massacre de Srebrenica en juillet 1995. Et ce massacre, c'est en fait le massacre, oui, de 8000 Bosniaques, uniquement des hommes et des adolescents mâles, d'accord, bosniaques, dans la région donc, de Srebrenica, alors que c'était une région déclarée zone de sécurité par l'ONU et qui était dirigée, on va dire, dans laquelle étaient implantés plutôt des soldats de l'ONU, d'accord, des casques bleus. Il y avait des casques bleus dans cette zone, dite zone de sécurité, et il y a eu un tel massacre, 8000 morts, d'accord. Donc, ouais, ça a été un échec pour l'ONU. C'est d'ailleurs ce qui vous est expliqué dans le document que vous avez à la page 37, l'impuissance de l'ONU. Et bien effectivement, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, revient quelques années après, donc en 99, sur le massacre de Srebrenica et dit « ouais, on a merdé quelque part », d'accord. Voilà. Donc, je vous laisserai lire le texte, bien entendu, et ça nous permet de répondre à la question que vous avez. Pourquoi l'ONU s'est-elle discréditée en ex-Yougoslavie? Eh bien c'est parti. L'ONU n'a pas su jouer son rôle, elle a envoyé des soldats, mais ils n'ont pas pu empêcher les massacres. La mission de maintien de la paix n'a pu être réalisée car il n'y avait pas de paix mais une guerre civile. En créant des zones de sécurité, l'ONU a laissé penser aux populations qu'elles seraient en sécurité, ce qui s'est avéré faux. Et oui. Pour terminer un petit peu la guerre, d'accord, suite à ce massacre, Bill Clinton, président des États-Unis,
impose l'intervention de l'OTAN, d'accord, et finalement met fin au conflit en quelques semaines, d'accord, puisqu'il s'en prend aux agresseurs serbes. Ça y est, on s'en prend enfin. En novembre 1995 sont signés donc les accords de Dayton, d'accord, et mettent fin tout simplement au combat interethnique qui pouvait y avoir en Yougoslavie, d'accord, et le siège de Sarajevo est levé quelques mois plus tard, en février, le 29 février 1996. Quelles sont les conséquences de la guerre en Yougoslavie et particulièrement du siège de Sarajevo? Eh bien la ville est complètement endommagée, hein, je vous l'ai dit, la quasi-totalité des bâtiments a été endommagée, la ville est ruinée également et on observe une chute de 50% de la population. La population de la ville de Sarajevo est passée de 500 000 habitants à 250 000 habitants dans les années 2000, d'accord? Donc on a vraiment comme ça une chute de la population, puisque bah oui, il y a eu des morts, mais il y a aussi des réfugiés, hein, des gens qui vont s'installer ailleurs puisqu'ils ont fui, d'accord? Donc pour finir sur une note positive quand même, aujourd'hui la ville de Sarajevo est en pleine croissance et après avoir connu des années plus que difficiles, eh bien elle a accompli beaucoup de progrès, la totalité des bâtiments, plus aucun bâtiment n'a des signes du siège, hein, de la ville, et la population a pratiquement doublé puisqu'il y a aujourd'hui environ 400 000 habitants à Sarajevo. Voilà, ça conclut notre cours donc sur le conflit en Yougoslavie. Voilà. Et puis, et ben voilà, il nous restera un cours à faire pour ce chapitre, hein, sur les nouvelles conflictualités. Ça sera le cours sur le terrorisme. Voilà.